Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des pullbacks. Alors forcément on va voir qu'est-ce que c'est, on va voir des exemples, on va voir 3 points d'entrée, et forcément on va voir mon utilisation au quotidien. Alors en fait pourquoi je fais ces vidéos de gestion de portefeuille? C'est juste pour vous le rappeler. En fait vous avez votre méthode, votre système de trading que vous devez appliquer à vita aeternam avec un money management toujours le même, celui qui vous convient. D'accord? Ça c'est la base. Mais du coup, des fois, le marché, il est pas ce qu'il est. Il y a un flash crash sur le marché des cryptos. Il y a une manque de volatilité. On commence un petit peu à être sous l'oracle de la chiantise, comme je dis. Et donc, on s'ennuie devant les écrans. On est tenté de prendre des trades. Et le truc, c'est que si on prend des trades un petit peu n'importe comment, ben, on tombe dans l'overtrading. Alors que si on a des cartes à notre disposition, un petit peu comme des jokers dans un jeu de cartes, et là, sauf qu'on est contre le marché, d'accord, eh ben on va pouvoir les brandir en disant, ah bah tiens, moi je connais une stratégie, je pourrais peut-être adapter sur un portefeuille plutôt moyen termiste. Finalement, il y a des occasions sur le marché, parce que des occasions, il y en a tous les jours, et je vais utiliser le DCA pour entrer de façon en atténuant mes risques. Et ben là, on va voir les pullbacks, et c'est exactement pareil, d'accord? En plus, il y a une autre notion, c'est que le mois dernier, je me suis aperçu qu'il y a 5 trades que je n'ai pas envoyés à la communauté Ultra Bourse sur le canal Signal. Et je me suis dit, comment rectifier ça? Eh ben déjà, il y en a 3 trades qui étaient sur le VIX, donc maintenant que vous connaissez ce que c'est que le VIX et à quel point c'est dangereux, je vais pouvoir vous envoyer les trades, et maintenant, en plus, eh ben du coup, il y a aussi les pullbacks. Les pullbacks, je les avais utilisés pour un petit peu renforcer mes positions qui étaient sur nos plans indices globaux. Ce que je vais appeler des plans globaux, c'est des plans en fait avec des zones d'intervention, et on respecte ces zones d'intervention et tout va bien quoi. Ben, c'est exactement ce qu'on va voir à travers les pullbacks. Alors finalement, un pullback c'est quoi? Un pullback, ça indique que la tendance générale du marché marque une pause temporaire. Finalement, il ne remet pas en cause la tendance de dos, d'accord? Donc la loi de dos qui dit que les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Donc dans ce cas, on a une tendance, une loi de dos respectée haussière. Ben, c'est exactement ça les pullbacks, et c'est ça qu'on aime, c'est que c'est des figures de continuation de tendance. Et donc on va avoir plusieurs choses dessus. Allez, c'est parti, qu'est-ce que c'est que des pullbacks? Alors déjà, il y a deux types de pullbacks. Il y a les pullbacks parfaits et les pullbacks imparfaits. Il y a même plusieurs types de pullbacks. Il y a des pullbacks de continuation, c'est-à-dire qu'ils vont faire des vagues dans le marché à peu près n'importe où. Et il y a des pullbacks, et c'est ça qui nous intéresse, qui en fait sont des signes de cassure d'une structure. Qu'on casse, je sais pas moi, un range, un triangle, un canal, ou n'importe quel indicateur, il y a 50% de chances qu'on fasse un pullback, d'accord? Et dans ces 50% de chances qu'on fasse un pullback, il y a 50% de chances qu'il soit parfait, et il y a 50% de chances qu'il soit imparfait, ok? En gros, on casse, on fait un pullback, il est soit parfait, soit imparfait, et on va traiter ici que les parfaits. Vous allez voir pourquoi. Parce que les moins parfaits, on pourra, ou les non parfaits, on pourra juste adapter un petit peu la méthode des parfaits, ok? Là, ici, comment le lire? Eh ben, c'est assez simple. En bas de cette cette ligne orange, qui est par exemple une résistance, un triangle, un canal, je m'en fous, on casse, ensuite on pullback, et ensuite on repart dans l'autre sens. D'accord? Et c'est ça qu'on va travailler. Alors en plus de la notion de 50%, il y a aussi la notion de temps. Faut savoir que dans un plan, si vous restez sur la même UT et que vous cassez une structure, qu'elle soit triangle, range, etc., vous avez entre 3 à 6 bougies pour que le pullback se forme. C'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que si le pullback se fait en un jour, enfin par exemple si vous êtes dans une unité de temps journalière, vous cassez une structure journalière, le lendemain vous faites le pullback, méfiez-vous. Ça veut dire qu'on est peut-être plus en train de faire un bull trap, ok? C'est-à-dire que les acheteurs ont niqué un peu le game, mais finalement ils rendent la main aux vendeurs derrière et on réintègre la structure. On a fait une fausse cassure de structure. Alors il y a plein de moyens de voir les bull traps ou les bear traps, c'est quand les structures sont cassées trop tôt ou trop tard, bah dans ces cas-là, c'est pas très bon. Par exemple un triangle, s'il est cassé dans le premier tiers du triangle, bah il y a fort à parier que c'est peut-être soit que le triangle n'était pas présent, qu'on est le seul à le voir quoi, soit que bah, justement c'est un piège, c'est-à-dire que finalement, bah non, c'est pas maintenant, et c'est juste une petite hausse de la volatilité, une annonce qui fait que, puis on va réintégrer ce triangle, etc., etc. Il y a plein de moyens de le voir. En tout cas, les pullbacks sont une bonne source d'analyse quand on sait que c'est entre 3 à 6 bougies. Alors, c'est parti, maintenant rentrons dans du concret. Regardez, il y a Monsieur Stylo en bas, il adore quand vous le prenez et que vous écrivez sur des post-it, sur votre plan de trading, sur un cahier, ok, pour pouvoir réutiliser ces méthodes-là après. Alors j'ai nommé les 3 entrées possibles, 1, 2, 3, avec des noms. Le 1, c'est le moment où on casse la structure, d'accord?
Le moment 2, c'est le fameux pullback, et le 3, c'est la ligne de coup du pullback, donc de la figure chartiste pullback. On va les décrire un par un, les avantages et les inconvénients. Le premier point, le point 1, celui qui casse la structure, est un point où il faut faire attention, ok? C'est plus pour les agressives, les agressifs, les sprinteurs et les sprinteuses, ok? En gros, c'est un point, au moment où vous êtes sur ce point, mais au moment même où vous êtes, vous avez 50% de chance d'avoir raison, 50% de chance d'avoir tort. C'est suffisant dans le trading pour dire que c'est pas de l'overtrading, d'accord? Mais est-ce que pour vous c'est suffisant? Bah, à vous de vous répondre à cette question. En tout cas, moi, le conseil que je peux vous donner, je vais pas perdre trop de temps sur ce point, parce que personnellement, je le trade très rarement, ok? J'attends toujours une confirmation. C'est soit vous attendez une confirmation, c'est-à-dire vous êtes en plan horaire, par exemple, vous dites bah, j'ai ma cassure de structure, je le prends au moment où la prochaine bougie horaire clôture au-dessus de ma structure, ok, ça peut être ça. Et puis bah, bien sûr, si vous voulez essayer d'ouvrir un trade un petit peu rapide parce que vous voulez un petit peu être un peu plus agressive, eh ben dans ce cas prenez une petite partie, une petite exposition pour profiter du flux et c'est tout, et vous allez voir que du coup vous allez pouvoir y re-rentrer plusieurs fois. Maintenant, le pullback. On va prendre plus de temps sur les points 2 et les points 3, parce que clairement, c'est les points les plus importants. Le point 2, vous avez compris déjà qu'il y a 50% de chances qu'il se fasse de manière parfaite. 50 autres pourcents qu'il ne soit pas parfait. Ici, je vais traiter que les pullbacks parfaits. Le gros avantage du point 2, c'est que c'est vraiment pour les tacticiens, tacticiennes, les contrôleurs et les contrôleuses, c'est-à-dire ceux qui ne laissent aucune chance à leur trading. J'ai une cassure de structure, c'est pas grave, je sais qu'il y a 50% de chance pour qu'il y ait un pullback, 50% de chance pour qu'il soit parfait, donc dans 25% des cas, je vais prendre un trade, et celui-ci va être apporté, va être, confirmé par la figure chartiste derrière, c'est-à-dire au point 3. Boum, allez hop, le mec, aucun sentiment, aucune émotion, il ne se laisse pas avoir par le marché, c'est clairement une personne tacticienne, ok? C'est un point qui est beaucoup plus safe que le point 1, et en plus de ça, le gros avantage, il y a des avantages. Le premier, c'est qu'on connaît le Take Profit 1, la prise de bénéfice 1, qui se trouve sur la ligne de coup du pullback. Ok. Et en plus de ça, on va connaître le Take Profit 2, j'y reviendrai. Le deuxième avantage, c'est que l'entrée peut se faire en mode ordre conditionnel, c'est-à-dire qu'une fois que le pullback est en train le pullback est en formation, on se dit ok, bah moi au niveau du point, je mets un ordre conditionnel sur mon ancienne structure, et celle-ci, par exemple si c'est une résistance, va me servir de support et donc rebondir dessus avec beaucoup plus de chance finalement que d'habitude parce que le pullback est en formation. Alors, je voulais vous parler des pullbacks non parfaits maintenant. Vous avez compris que s'il y a 50% de chances qu'on ait des pullbacks parfaits, il y a aussi 50% de chances qu'on ait des pullbacks moins parfaits ou imparfaits. Ceux qui se clôturent au-dessus, finalement, qui ne s'appuient pas sur l'ancienne structure. Ok. Moi, j'ai un conseil. Quand je traite un point 2, ok, je n'utilise que les pullbacks parfaits. À vous de voir si vous utilisez si vous arrivez, parce qu'en fait c'est difficile de savoir où est positionné précisément le point 2. Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on monte un petit peu et puis qu'on redescende sur le point 1 pour se réappuyer sur le point 1 avant d'exploser. C'est pour ça que je vous ai non seulement donné des notions de statistiques et des notions de temps. 3 à 6 bougies. Le gros avantage des points 2, d'accord, c'est que comme je vous l'ai dit, on connaît le TP final et on connaît le TP1. Donc j'utilise la ligne de coup comme Take Profit 1 et j'utilise le TP final et on va tout de suite voir le TP final, qu'est-ce qu'il est à travers cette slide, ok, la position des TP et des stop loss lors d'un pullback. Vous avez vu la pullback, donc ici j'ai pris le parfait, mais ça marche aussi sur les moins parfaits, sur les non parfaits, c'est la hauteur H. La hauteur H, c'est finalement la hauteur entre le point 2 et le point 3, entre le pullback et la ligne de coup. Cette hauteur H est reportable au niveau de la ligne de coup pour en déduire le TP final. Si bien que dans l'exemple 2, d'accord, moi je vais prendre en TP1 ma ligne de coup et en TP2 ma hauteur H. Ok. Et comme ça, vous avez non seulement une entrée avec des TP, vous pouvez même la mettre en forme d'ordre conditionnel quand justement la tendance commence à s'essouffler, et dans 25% des temps, votre ordre conditionnel va être pris, ok, et en plus de ça, vous avez beaucoup de chances de faire TP1, TP2, à peu près 70%. Allez, c'est parti, maintenant parlons de la ligne du point 3, le dernier point. C'est, vous savez, quand
On parle de trader une structure, par exemple un triangle. On peut trader la cassure du triangle, il y a 70% de chances, par exemple, dans le cas d'un triangle, que ça soit c'est des figures de continuation de tendance, un petit peu comme les pullbacks, et donc qui, par exemple, si la structure précédente était haussière, que le triangle casse par le haut. Donc qu'est-ce que va faire les traders et les tradeuses? Les opérateurs de marché vont se dire, ok, bah moi je vais trader dans le triangle, c'est possible, ok. Par contre, je vais éviter, si la tendance précédente était haussière, je vais éviter de trader à la baisse, je vais plutôt trader à la hausse, et quand je vais trader à la baisse, je vais le traiter en mode un petit peu plus agressif, c'est-à-dire mise à break-even rapidement, voire même petite exposition. Et je vais ouvrir un petit peu plus mon portefeuille quand je vais trader dans la tendance, ok, dans la tendance primaire du triangle. Eh ben le point 3, c'est exactement le même, c'est-à-dire que quand on arrive au niveau de la ligne de coup, là on est sur le trade de la structure chartiste des fallbacks. Pourquoi? Bah non seulement on connaît le take profit, on connaît le stop loss, et en plus de ça, bah le pullback s'est formé, c'est vraiment le trade, comme on trade un triangle, comme on trade un range, une cassure de triangle, une cassure de range, bah là c'est exactement pareil, ça revient à trader le pullback. Alors, je vous rappelle ces notions-là, ok, ce graphique que j'ai déjà expliqué avec la hauteur H, et donc vous comprenez aisément pourquoi on connaît le TP 1, enfin le TP et le stop loss. Le TP c'est la hauteur H et le stop loss c'est le point 2. D'accord? Alors j'ai un conseil pour le point 3. Donc la hauteur H, moi je l'utilise comme take profit 1. Et la take profit 2, je vais le chercher sur des unités plus grandes. Pourquoi? Parce que si vous vous arrêtez à la hauteur H comme take profit et à la hauteur H comme stop loss, vous avez un ratio pourri de 1. Et vous savez que j'aime pas avoir des ratios trop pourris. Par contre, en mode plus intraday et plus agressif, ça me dérange pas de prendre des bénéfices au niveau du TP1 et de laisser courir, parce que je vous rappelle que les pullbacks sont des figures de continuation. Et donc il n'y a aucune raison que la tendance ne continue pas une fois que vous avez atteint la ligne de coup. Et donc profitons de cette tendance avec par exemple le trend following, peu importe. Mais allons chercher sur une unité de temps plus grande des take profit et des stop loss différents. On a vu maintenant les trois positions possibles, il y en a une que je vous ai pas décrit, c'est le point imprime, d'accord, le haut ici. Pourquoi je le traite pas? Bah parce qu'on pourrait le trader on pourrait le trader en short, et je vous le donne pas parce que c'est pour moi extrêmement agressif comme position de short, une cassure de structure, ok, et en plus de ça, c'est que c'est encore plus dangereux que que trader le point 1, c'est trader le point imprime que je ne vous ai pas décrit. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous me mettez dans les commentaires, et je referai éventuellement une vidéo sur justement toutes les prises de position un petit peu délicates à contre-tendance, ce qu'on va appeler, ce qu'on ne vous conseille pas du tout chez Ultra Bourse, mais qui pourrait éventuellement vous donner des pistes. Maintenant, je vais parler de mon utilisation au quotidien. Vous savez que je suis un trader qui fait des plans sur des unités de temps relativement longues, mensuelles, hebdomadaires, journalières. Ces plans, enfin, me donnent finalement des zones d'intervention, généralement pour des plans que je vais qualifier d'intra-swing, ok? Ces plans intra-swing, en fait, je prends des positions intraday que je laisse courir en swing, parce que le plan sont sur des unités relativement longues. C'est ma méthode, c'est ma stratégie, mais je trouve que cette méthode-là est simple à comprendre. En plus, elle permet de réduire son exposition devant les écrans, et elle permet de faire, bien sûr, du bénéfice, et c'est pour ça qu'on est ici. Mais du coup, quand je fais un plan global, avec par exemple sur les indices Dixit depuis 3 semaines, vendeur sur le DAX par exemple, et quand je vous dis que je prends une position sur 450 points, généralement on va avoir 1, 2 ou 3 jours avant de toucher le take profit final, sauf en cas de grosse volatilité. Eh bien ce que je fais, c'est que j'utilise cette méthode-là sur des pullbacks de continuation, sur des positions plus courtes, type par exemple H4, horaire, voire même M15. Et c'est ce que je vous invite à faire, et c'est comme ça que j'utilise les pullbacks, c'est plutôt comme des signes de continuation. Quand on vient par exemple de passer ma moyenne mobile H4, je vais attendre le pullback, et s'il y a un pullback, boum, j'y vais. Ou si la tendance est en train de me créer un petit range en H1, quand j'ai la cassure de range, j'utilise la méthode des pullbacks. Et pareil en M15, etc. D'accord? Et c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais vous donner deux règles. Je ne descends dans des unités de temps que si mes positions précédentes sont déjà protégées, par exemple à break-even, ou alors que j'ai déjà de l'avance, par exemple
Cette semaine, j'ai fait 2%, la semaine prochaine, bah, si je remets 1% sur un trade, bah, je sais que je vais pouvoir éventuellement réutiliser la règle des 1%, d'accord, sur les tailles de stop loss, en H4, et que ça ne représentera que, finalement, les gains de ce mois-ci. Donc au pire, je perds mes positions, bah, c'est pas grave, je retourne à 0 ce mois-ci, bah, c'est pas grave, tant pis pour moi, j'aurai d'autres opportunités de faire de l'argent. Règle numéro 2, si j'ai un stop loss sur une unité de temps, alors je remonte d'unité. Explication. Je suis en journalier, j'ai mon plan, je prends position sur mon unité de temps journalière. Je sais que mon plan va prendre entre 2 à 3 jours pour être réalisé sur son take profit final. Je vais gérer ma position, break-even, TP1, peut-être TP2, peu importe, hein, d'accord. Je gère ma position, et puis en H4, je vois qu'il y a un pullback. Je traite ce pullback, ça fonctionne. Ok, très bien. Je descends en unité de temps horaire, je vois qu'il y a la formation d'un pullback. Je me dis, oh, génial. Je protège mon plan en H4. Je vais sur mon plan H1. Je prends position en H1, mais là, pas de bol. Le cours se retourne pour une raison X ou Y. Hein, on n'est pas là pour justifier les aléas du marché. Boum, je prends un stop loss en horaire, break-even sur mon plan H4. Au lieu de descendre en M15 et de m'obstiner, ce que je fais, c'est que je retourne en H4 et je recommence mon plan en H4. D'accord? Mais si par contre ça marche en H4, ça marche en horaire, je me permets de temps en temps de passer en M15. Et en M15, je fais la même chose. Gestion, j'attends un pullback, je vois qu'il y a un pullback qui fait, je le prends par exemple au point 3 parce que c'est le moins dangereux, et donc en M15, je vais favoriser que les plans moins dangereux. Je le prends, boum, je prends pas de stop loss, tout va bien, bah nickel. Vous vous rendez compte, j'ai multiplié par 3 ma position initiale. Je viens pas de prendre une position, mais je viens d'en prendre 4, ok? Donc là, à la fin de ce trade, sur le TP final de mon plan journalier, j'ai pris un pullback H4, un pullback horaire, un pullback M15. Je vous laisse imaginer quand j'arrive au TP final comment je suis heureux, quoi. Franchement, j'ai fait un mois, peut-être 2 mois, peut-être 3 mois de rentabilité sur un trade. Et je me suis pas épuisé plus que ça. Par contre, si en M15, ben, j'ai un stop loss, ce que je fais, c'est que je retourne en horaire. Ok? Et si j'ai déjà une position horaire, ben, je multiplie pas les positions, sauf si on me donne une structure, un range, et que celle-ci précédente est déjà protégée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à savoir comment négocier des pullbacks et comment, en plus, je les utilise moi justement pour descendre dans les unités de temps en me mettant des règles. Et n'hésitez pas à vous inspirer de ces règles, à les noter, à voir pourquoi elles fonctionnent, comment je les ai mises en place, et à vous trouver vos propres règles, il n'y a aucun souci. Si vous préférez trader le 1 parce que vous avez l'habitude des plans un petit peu dangereux, ben surtout n'hésitez pas. Si par contre vous êtes plus quelqu'un de safe, n'hésitez pas à traiter que les points 2 et 3, d'accord? 2 dans les cas de pullback parfait, 3 dans le cas de tous les pullbacks parfaits ou non parfaits. C'est leur gros avantage du point 3, ok? Surtout, prenez soin de vous, de votre capital, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!